Écoutez, la parole est à vous. Donc, Philippe, tu avais une question tout à l'heure peut-être. Non, c'était juste une question, mais on a eu la réponse avant. On a vu, il y avait une erreur de chiffre sur le SPIC. Cédric. Est-ce qu'on peut connaître les critères pour qu'on classe une commune dans les catégories des communes dites riches ou moins? C'est ce que je disais, c'est un rapport qui est fait entre ce que rapporte l'impôt et les bases avec le taux d'imposition que nous avons. Donc le taux d'endettement en fait, de la commune, il ne joue pas dans ce classement? Ah, pas du tout. D'accord. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec une commune pourrait être, alors oui, mais elle pourrait être surendettée et être dite riche. Hein? Oui. Non, ça n'a rien à voir. Et c'est là où c'est pas juste, parce que une commune qui fait attention, qui ne dépense pas plus, qui est attentive aussi à son taux d'imposition, à un moment donné, elle va être taxée. Alors que tu as des communes qui vont avoir des taux d'imposition forts, très forts, on le voit, hein, la moyenne nationale c'est quand même plus de 30. Ça veut dire qu'il y a des communes qui sont, alors là pour le coup, bien au-delà. Pour le coup, ça peut être jugé comme, est-ce qu'elles gèrent bien leur commune? Je ne sais pas, hein, je ne veux pas non plus porter de jugement. Mais à ce moment-là, on va les aider. Donc, je veux bien entendre la solidarité, hein, je n'ai pas de problème là-dessus. Maintenant, quand on s'en fout non plus. Donc, si j'ai bien compris, Oui. pour être une commune considérée comme un peu moins riche, il faudrait qu'on augmente le taux d'impôt. Oui, T'as t'as tout compris. tout compris. On va être combien ça? C'est ce qu'on nous dit et redit et répète, et etc. depuis 5-6 ans. Et là, c'est un peu plus encore. Comme la dotation, je te donne la parole. Comme la dotation de l'État, je veux dire, ça fait quand même plusieurs années là qu'on nous en parle. Et on voyait que ça descendait. Et là, vous avez eu, c'est le double. Là. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Donc, j'entends bien qu'il faut participer aux efforts nationaux, diminuer la dette de l'État, etc. N'empêche que par rapport à ça, on va avoir des difficultés pour investir. C'est cette qu'on reverse aux communes dites pauvres, c'est ça qui augmente de 40%? Oui. D'accord. Et à partir de combien, de quel pourcentage d'augmentation de taxes on serait On basculerait. En gros, tu es en train de me dire que tu veux devenir une ville Pas du pauvre. tout, mais je voudrais savoir quelle est la part, quel est l'effort. Je ne sais pas. C'est quand il y aura un certain équilibre entre je veux dire, ce que ça va rapporter et notre taux. Et est-ce que si cette balance diminue, c'est-à-dire si on augmente un peu nos impôts, est-ce que ce qu'on va reverser sera aussi diminué d'autant? Ou Ça est-ce va, que ça reste ça va dépendre de l'augmentation. Si tu augmentes de 0,2 points, à mon avis, ça ne va pas jouer. Ça va Si pas jouer tu à ce augmentes de 50 points, et je ne dis pas que c'est ça que effectivement, là pour le coup, tu fais un bon avant. D'accord. Donc, Donc, en fait, j'ose espérer que la ville qui augmenterait de 50 points d'un coup passerait d'une ville. Je donne la parole à Marie-Ange après. Je veux juste savoir si l'impôt sur le revenu comptait aussi dans le calcul de la richesse d'une ville. Potentiel financier. C'est dans le potentiel financier, donc voilà. Donc il y a d'autres paramètres et ça, pour lesquels on ne peut rien. Quoi, hein. Jean-Louis. Et on mesure la fiscalité de la commune uniquement par rapport à un taux. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une mesure par rapport à la base locative, par rapport à des communes de la même catégorie que notre commune? Est-ce que la base locative sur Jusier est identique, inférieure, supérieure? Parce qu'effectivement, on pourrait baisser la base locative et augmenter le taux. Oui. Dans ce cas-là, on passerait dans les communes pauvres. Est-ce que ça existe? Il n'y a aucun comparatif aujourd'hui qui est fait par rapport aux bases locatives, parce que les bases locatives dépendent vraiment de trop de paramètres. Et sur une même commune, tu peux avoir une différence taux.
C'est pas Donc, tout. c'est difficile d'avoir c'est difficile d'avoir ce comparatif pour d'une commune à une autre. Après, concernant donc ces bases locatives, c'est l'État qui décide après. Ah oui, t'as tout dit. C'est les 0,9%. Voilà, c'est l'État. Oui. Moi j'ai une question sur la dette. Je voudrais revenir parce que j'ai pas bien saisi aujourd'hui. On a un crédit de 2 883 000 euros. C'est bien. Allez-y. Déjà, si c'est oui à cette question, je continue. Si c'est non, c'est que j'ai rien compris. C'est ça. C'est ça. Et 31 décembre. Donc c'est ce qu'on a emprunté à la banque et qu'on doit rembourser. Ma question, c'est si demain, au budget 2015, on décide de plus du tout investir et que tout cet argent que d'habitude on met à l'investissement sert à rembourser cette dette. En combien de temps on est capable de rembourser la dette? Alors, si je comprends bien, on a un emprunt. On a un emprunt aujourd'hui qui est à 2 800 000. 800 000. Si demain, là où, je sais pas l'année dernière, j'étais pas là donc je sais pas, mais Oui. là où on mettait peut-être 1 million sur le tapis pour investir, pour refaire une rue, pour acheter des nouvelles fenêtres, ainsi de suite. Si cet argent, on décide de plus du tout investir, cet argent, on le rend à la banque. En D'accord. combien de temps on est capable d'éponger la dette? Eh bien, j'ai envie de dire, alors, si on fait plus du tout de projet, hein, on est bien Non, d'accord. plus du tout de projet. Plus du tout. On ne dépense que le quotidien pour le fonctionnement. Ah, le fonctionnement. Oui, c'est ça, c'est 2 millions. J'allais dire en une année. On investit. Pratiquement une année. C'est Moins l'investissement. un peu plus. On a 3,7 millions. On a 3,7 millions d'investissement. On a 3,7 millions de D'investissement. recettes. De recettes attendues. On a 2 millions enfin, en moyenne entre 1,8 à 2,6 par an d'investissement. Voilà. D'accord. Donc en une année et demie. D'accord. Et ça veut dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire, non, mais ça veut dire surtout qu'on n'est pas beaucoup endetté. Monsieur le maire, Non, quand on regarde effectivement C'est sur... 5 ans, hein, oui, je oui, crois, oui, je voudrais... Quand on regarde par rapport à un endettement moyen, par rapport à d'autres, on se compare, effectivement, on n'est pas... Non, on n'est pas endetté du tout parce que la santé financière, c'est 5 ans. Une entreprise une mairie qui peut rembourser en moins de 5 ans est en bonne santé financière. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que ça pèse tout le temps, ça pèse tout le temps. Mais c'est vrai que par rapport à ça, oui, en 1 an et 3 mois, on va dire, on pourrait rembourser la dette. Philippe. si j'ai bien compris le tableau de tout à l'heure, on a des recettes attendues d'à peu près 3,7 millions. Oui. Et si on a un encours de dette de 2,8 millions, c'est moins d'1 an le remboursement de la dette. C'est un fonctionnement. Enfin, Il y a le fonctionnement. fonctionnement. Oui, mais d'accord, mais ça revient au même. Non, ça vient pas. Non, dans les investissements. Par rapport à Oui, l'investissement, mais si on a les recettes attendues dans la rubrique investissement étaient affectées au remboursement de la dette sans Mais on qu'on peut fasse pas. rien. On peut peut pas, pas, parce qu'il faut parce que la que tu es commune vive, obligé de quand payer Non, non. les employés. Non, mais c'est dans l'assiette de fonctionnement. non, il y a la proposition budgétaire, c'est tant en fonctionnement et en investissement. D'accord, Il y a mais des- on avait, tout à l'heure, ce qu'on a présenté en investissement, c'est que on avait un besoin de financement de l'ordre de 5,7 millions et des recettes attendues de l'ordre de 3,7 millions. Il y a un écart de 2 millions. Il y a un quart de million. Donc on a bien des recettes attendues en termes de fonctionnement, 3,7 millions. Non, Notre- fonctionnement. Fonctionnement et investissement. Il y a les deux. Les deux. Ah oui, Il y a les deux. deux cumulés. Donc c'est les deux. Donc, mais pour répondre à Madame Barin, donc effectivement, on est sur 1 an et 3 mois. Donc, mais effectivement, on se situe correct, hein, ça c'est clair. Alors nous, on se compare toujours par rapport aux autres, ce qui est important hein, de se comparer aux autres, parce que ça nous permet aussi de nous situer. Hein, mais donc voilà. Et si je peux me permettre, par rapport à ce que vient de dire Monsieur le maire, c'est qu'effectivement, quand on a renégocié le prêt, on a eu des taux relativement bas, parce qu'on a renégocié, donc on est passé de 4,35 à 3,35, on a gagné 1 point. Ils ont pas dû gagner 3 ans, c'est 13 000 € par an. Là. Les banques, ce qu'ils font avant de donner leur accord, ils regardent la santé financière de la commune.
effectivement, on aurait été une commune avec un endettement un peu plus important ou avec des ratios pas très favorables, je pense pas qu'on aurait eu ce taux-là. Sur vous, je crois que vous voulez Oui, intervenir. j'avais une question à poser parce que vous parlez de la baisse du nombre de dépôts de permis de construire. Oui. Ça voudrait dire qu'en 2014, il y a eu moins de dépôts de permis de construire. Voilà. Là, c'est les dépôts de 2014 qui sont concernés. Donc, 2013 et 2014. Et 2015 2013 et 2014. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a eu moins de dépôts de permis de construire sur cette période-là, donc on n'a pas touché l'ex-TLE. Il y a un manque à gagner. Par contre, est-ce que la taxe d'aménagement que nous avions votée là au mois de novembre, elle va avoir un effet là maintenant sur le budget de 2015 ? La fameuse taxe d'aménagement que vous avez On a monté votée à 20%. Ouais. là. à 20%. Non. Non, parce que cette taxe-là, on va la toucher, alors de mémoire, c'est quand les travaux vont être terminés. Ah, c'est à la fin des travaux. C'est pas 2 ans après la fin des travaux? C'est réparti. C'est réparti. C'est réparti. Tu payes en 2 fois si tu en as pour plus de 1500 €. Donc non, ce sera qu'à la fin des travaux. Donc là, il n'y a aucune incidence. Aucune incidence. Aucune incidence. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce... Non. Alors vous le voyez par rapport donc à notre situation budgétaire, c'est une situation saine malgré tout, mais je tiens à dire que de plus en plus, et Jusier et d'autres communes, énormément de communes, vont devoir revoir à la baisse tous leurs projets. Ce qui était possible hier ne sera pas possible demain. C'est évident. Il en va des investissements, bien entendu, mais à un moment donné, il faudra aussi s'interroger sur les services offerts à la population. Parce que ce sont des services qui vont en augmentation. La population est toujours en attente, on peut entendre, mais à un moment donné, il va falloir aussi qu'elle entende qu'on ne pourra pas toujours suppléer. Et ce qui est ennuyeux dans cette affaire, c'est que nos administrés, Gisérois et ailleurs, c'est pareil. Eux, leurs dépenses, j'allais dire, au moins, leurs recettes diminuent aussi. Ils en ont moins dans le porte-monnaie à la fin du mois, de l'année, ce que vous voulez. Donc, on ne va pas forcément vers des jours, j'allais dire, agréables à offrir à nos administrés. Il faut savoir qu'au niveau des investissements, c'est ça qui est un petit peu regrettable, c'est qu'on va devoir moins investir, beaucoup moins investir, mais ça va jouer également sur le développement économique, puisque les collectivités locales sont le premier investisseur. Ça représente environ 70% des investissements qui sont faits. Ils sont faits par les collectivités locales, qu'on appelle communes, qu'on appelle départements, qu'on appelle régions, etc. Si on va diminuer ça, automatiquement, il va y avoir aussi des conséquences pour les sociétés, les entreprises, etc. Donc, par ricochet, automatiquement, on va mettre aussi à mal le monde économique. Mais on ne pourra pas faire autrement. Donc, autre débat qu'il faudra qu'on ait, autre discussion qu'il faudra avoir, c'est cette fameuse taxe d'habitation. Qu'est-ce qu'on en fait? Au regard de tous les éléments que j'ai pu vous donner, moi j'aimerais ce soir que vous puissiez déjà dire vos premières impressions, qu'on puisse déjà s'en imprégner pour faire une proposition lors du budget. Alors, quelles sont les possibilités par rapport à ça? On a discuté déjà en commission de finances, c'est de rien faire, de ne pas augmenter la taxe d'habitation. Voilà, ça c'est la première chose. C'est ce que nous avons fait depuis 2012, nous ne l'avons pas réévalué. Deuxième possibilité, c'est de l'augmenter. Voilà, on dit que cette année on l'augmente de temps, et puis on attend encore 4 ans pour l'augmenter à nouveau. Alors je ne parle même pas encore de quel niveau, mais c'est sur le principe. Ou alors,
Il peut y avoir un autre mode de fonctionnement, hein, c'est que l'impôt local, la taxe locale, plutôt que de se dire régulièrement, tous les 4-5 ans, je l'augmente d'une façon substantielle, pourquoi pas prendre le pari de se dire tous les ans, je l'augmente un petit peu. Voilà, c'est une autre piste qui peut se développer, qui peut aussi faire école, dans le sens que l'augmenter petit à petit permet d'avoir une régularité et d'avoir des paliers peut-être moins brutaux et plus faciles à supporter pour tout un chacun. Donc voilà, plusieurs pistes, hein, donc j'amène ça à la discussion. Oui. De toute façon, même si la commune ne bouge pas son taux, tous les ans, quand vous recevez votre taxe d'habitation, si j'ai pas de bêtises, tous les ans elle a pris un petit peu. 0,9 par exemple. Là, Voilà, tous les ans elle a pris en fonction de ce qu'on paye 10-20 euros. Donc l'habitant lambda qui ne connaît pas, qui ne regarde pas le détail derrière parce que c'est trop compliqué, il va regarder, j'ai encore augmenté de 20 euros. Oui. Voilà. Il ne verra pas que c'est la commune. Si la commune augmente, il va augmenter de 20 ou de 25 euros et il ne va pas voir que forcément ça vient de la commune. Donc à la limite, votre raisonnement de dire on augmente tous les ans, un petit peu, il n'est pas si mal parce que de toute façon, personne ne va comprendre d'où ça vient. Bon, Oui. on peut regarder le papier quand même. Vous comprenez, M. Ferry, ce qui est écrit derrière? Un petit peu, oui. Ah bon? Et vous savez où ça va? Bah, ça va dans le même sens, oui. Mais enfin, moi je trouve que c'est très compliqué. Si vous n'êtes pas un petit peu averti du sujet, c'est très très compliqué de savoir où vont ces taux, à quoi ça correspond, qui les touche et ainsi de suite. Je vous rejoins complètement. Parce que, alors, je vous laisse la parole, M. Ferry. Je vous rejoins complètement, puisque à un moment donné, par exemple, la taxe des ordures ménagères, donc elle a été sortie et elle est apparue. Et donc les gens ont dit, oh là là, les impôts ont augmenté, ce sont les communes, etc. Et tous les ans, comme vous le dites, les impôts augmentent. Oui, la commune a encore augmenté les impôts. On a beau dire, mais non, regardez, nous n'avons pas augmenté notre taux. Mais non, c'est la commune. Et pour eux, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, au bout du bout, c'est la commune. Ça c'est clair, ça revient comme un boomerang à chaque fois. Alors après, il y a toute une explication à avoir. Ceci dit, on entend ce qu'on a envie d'entendre. Donc on aura beau faire tous les discours, effectivement, à un moment donné, les gens, oui, mais c'est pareil. C'est pas vous, mais c'est pareil. Donc c'est vous qui en profitez. Donc, Monsieur Ferry. Oh ben non, je n'avais pas demandé la parole. Mais non, mais je sais pas, vous... Non, non, c'était entre ma camarade de droite. Merci. Par contre, j'ai encore autre chose. Si on peut aussi jouer sur les taxes sur l'électricité et sur l'eau. Ça fait partie aussi des taxes sur lesquelles la commune peut récupérer, grappiller un petit peu. Alors par contre, ça ne va pas rentrer dans le débat des communes pauvres, ça c'est évident, mais c'est aussi deux pistes à explorer. Alors augmenter le prix de l'eau, on a renégocié donc notre contrat auprès du fermier donc dernièrement et on a eu une diminution concernant le prix de l'eau parce que c'était important aussi de pouvoir négocier à ce niveau-là. Augmenter le prix de l'eau et de l'électricité, soit, je sais pas, je n'ai pas pensé. Non mais par exemple, si, je sais pas, si on a gagné voilà, de 20 centimes le mètre cube, et ben faire profiter l'abonné de 10 centimes. Et les 10 centimes de delta, le garder pour la caisse de la commune. Comme ça, l'abonné va garder un petit peu, c'est très bien. Et puis l'autre permettra de compenser sur le budget de la commune. Sur l'eau, c'est un budget annexe, donc ça va... Non, pas l'eau. Oui, ça va. Pas l'eau. Ça va dans le budget d'assainissement. Non. Ah non, non. Le budget d'assainissement, c'est un budget à part. Il y a aussi une taxe qu'on n'a pas le droit de toucher, mais le budget eau, c'est pas, je crois pas. Je suis pas sûre. Si, il y a l'eau potable, c'est le budget communal et l'assainissement, c'est complètement. l'eau usée. Donc si on récupère un petit delta sur l'eau potable, ça peut aller dans les caisses du budget classique. Alors, ça peut être une piste, hein, effectivement. L'électricité, on a voté la taxe au mois d'octobre. On a une date limite pour la voter, la taxe chaque année. Non, c'est la taxe d'aménagement. Non, mais même sur l'électricité, c'est ce que dit le C. Alors maintenant, on se trompe peut-être. Mais on nous rappelle que on vote pas. Il n'y a pas de taxe. On vote pas de taxe d'électricité. Ah bah c'est une possibilité qu'on a. Donc, c'est une possibilité. Et on doit la voter avant le mois d'octobre. Donc là maintenant, c'est clair que c'est chaque année au mois d'octobre. Pour toutes les taxes.
sauf les taxes locales. On n'envoie pas de taxes d'électricité. Alors, effectivement, moi, sincèrement, je n'ai pas pensé à cette piste-là. Pourquoi pas? Il faut que les membres de la commission des finances s'en imprègnent et travaillent, réfléchissent là-dessus. Après, c'est comme je disais tout à l'heure, les communes sont mises à mal, mais l'administré est mis à mal aussi, parce qu'il y a des augmentations, pas forcément un plus. Si on augmente encore, bon, pourquoi pas, hein, mais à un moment donné, il va bien falloir que tout le monde paye, que tout le monde participe à l'effort. C'est assez clair, on ne pourra pas demander qu'aux communes. Jocelyne, je crois que tu voulais dire quelque chose. Tu as évoqué à un moment l'augmentation du nombre des contribuables. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? C'est-à-dire, il y a des gens qui ne paieraient pas et qui... Le fait de revoir donc les bases, et donc, alors pas dans l'assiette, hein, mais plutôt les bases et les valeurs locatives, c'est un rééquilibrage au niveau du nombre de personnes qui pourraient payer leurs impôts. Aujourd'hui, alors le principe a été déterminé des types de logements avec tel taux d'imposition possible. Et après, ces exemples-là, ils sont pris pour d'autres logements de même gabarit, etc. Donc c'est le principe. Or, c'est un principe qui date de plusieurs années, hein, voire plus. Plusieurs dizaines d'années. Voilà. Et le fait de retravailler sur ces bases permettrait de rééquilibrer. Hein, simplement ça. Alors, quel impact ça aurait sur notre commune? On ne le sait pas encore. Mais par exemple, sur d'autres communes où ils ont des centres-villes, etc., tu peux te retrouver avec des personnes qui ont de très beaux logements et qui payent très peu d'impôts. Voilà. Parce que cette définition, elle n'a pas été revalorisée. Donc, mais par rapport à ça, après, il faut travailler avec l'État. Parce que ça, c'est l'État. C'est pas une commune qui peut vraiment... Tout à fait. Tout à fait. Et je sais que l'État, aujourd'hui, travaille là-dessus, a envie de revoir justement ces valeurs locatives. Mais c'est un dossier tellement compliqué, complexe, et qui va, j'allais dire, remuer un petit peu dans le landerneau. Pour le coup. Là, il n'a peut-être pas envie tout de suite. Mais ça ne ferait pas de mal. Oui. Il me semble que c'est en cours, je suis d'accord avec toi. C'est en cours, parce qu'il y a des communes dans lesquelles... J'entends bien. Ça fait longtemps que c'est en cours. C'est en test actuellement. Et c'est par contre, ça fait, pour la commune au final, ça fait pas de différence dans les tests qui sont faits, puisque... C'est un rééquilibrage. C'est un rééquilibrage entre les particuliers, en fait. C'est pour ça qu'il y a pas de valeur locative supplémentaire en termes de masse. C'est pour ça que je ne sais pas quel serait vraiment l'avantage ou pas. Donc, Thierry, tu voulais dire? Oui, dans le même schéma de réflexion aussi, là, ce qu'on peut imaginer aussi, que je voudrais faire une étude sur l'année 2015 avant de faire une proposition avec la commission finance, c'est qu'on a la possibilité d'augmenter les taux d'imposition sur les résidences secondaires. Sur la commune de Jussieu, il y a 240 résidences secondaires, qui, à mon avis, sont principalement sur les libertés. Donc là, ce que je voudrais, c'est effectivement qu'on regarde la possibilité de surtaxer, parce qu'on a la possibilité d'augmenter les taux de 20%. Donc regardez effectivement où se situent ces résidences secondaires, et après derrière, de regarder avec la commission finance, quelles pistes on pourrait mener pour, et là, ce serait effectivement quelque chose qu'on pourrait mener. Mais je vais faire une étude avant de faire un peu. Mais c'est aussi une piste, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à d'autres sujets. Donc par rapport à cet axe, oui Jean-Marc. Ça, ce que rapporterait un point de plus de la taxe d'habitation? 160 000 euros. 122 000. Un point. Et ça représenterait, je crois, sur une feuille d'impôt lambda, 30, non? Alors, la feuille d'impôt lambda, c'est la mienne, c'est 85 € par an. Pour tout vous dire, je paye à peu près 2 700 € d'impôts locaux, taxes à l'habitation et taxes foncières, pardon. Et donc, ramener, si j'augmente les 0,9% de 2014 sur 2015, là-dessus, je modifie les taux de 0,5 ou d'un point, et ça me fait donc 85 € pour 0,5 et 130 et quelques pour ça commence à faire quand même. C'est pas rien. C'est pas rien, ouais. Et oui.
voudrais rebondir sur ce que disait Nadine tout à l'heure. J'ai bien accroché avec sa question. Est-ce qu'on peut essayer de faire une estimation de combien il faudrait augmenter le taux pour être classé dans la catégorie des communes pauvres, pour voir où il faut mettre le curseur et voir si ça vaut le coup ou pas. Ben, il faut Et du coup, en face... Il faut être au-dessus des taux nationaux. Donc de 9%, tu passes à 24. Puisque la les taux nationaux. Ouais, les taux nationaux, c'est pas les taux... c'est pas les taux de la strate. Ah d'accord, ok. Il faut de 9, il faut monter à 23. En contrepartie... Non, 23. De 9, il faut monter à 23. Par contre, en contrepartie, est-ce qu'il faut payer le FIC? Le FIC. Normalement, on paye plus. On reçoit. Donc, tu recevrais peut-être. Donc, il y a peut-être un calcul à faire entre le fait de faire augmenter les impôts et de l'autre côté. On gagne des deux côtés dans ces cas-là. Aujourd'hui, on perd des deux côtés, donc on peut peut-être Laurent, pas gagner des deux côtés. La seule chose, que c'est très très difficile à calculer aujourd'hui, parce que le FIC monte en puissance chaque année puisqu'il atteindra 2% des recettes fiscales de la commune. Oui, justement. Donc c'est très difficile d'extrapoler. Enfin, moi je m'en sens pas, ou alors mon logiciel. Qu'on regarde. Il faut demander à Bercy. Alors, Philippe et Alain. Sincèrement, pour répondre à la question, 1% d'augmentation de la taxe d'habitation. Je dis un point. Non mais un point, c'est 122 000 euros. D'accord. Le SPIC, c'est 56 000 euros aujourd'hui. Donc déjà, même augmenter d'un point compense plus que le fait de le SPIC. Je veux dire, c'est pas l'enjeu le SPIC. Par contre, si on compense les 14 points qui nous séparent de la strate, pas de l'enjeu national, là ça va être complètement rédhibitoire pour nous. C'est impensable. Non, mais je veux pas le faire. Je veux surtout pas le faire. Mais je veux voir ce qu'en échange. Faire une étude, voir ce qu'en échange on peut récupérer. On va regarder s'il y a une étude possible en la matière. C'est vrai que ça semble compliqué, mais on va regarder. Alain. Là, je voulais dire exactement la même chose que vient de dire Philippe, donc c'était bon, il n'y a pas besoin de se répéter. C'est parfait. Est-ce que d'autres veulent s'exprimer donc sur cette taxe, l'ajustement, on va parler d'ajustement, comme ça on ne parle pas de hausse, ça peut être aussi une baisse. Donc par rapport à l'ajustement de cette taxe, Philippe. Alors, moi l'ajustement de la taxe, de toute façon il faudra bien qu'on y passe, je pense qu'il vaudrait mieux qu'elle soit progressive. Simplement pour que... Quand tu parles, il faut que ce soit progressif. C'est l'idée. Tous les ans, d'accord. Il ne faut pas assommer. Dose homéopathique. 0,1 ou 0,2 tous les ans. C'est malheureusement nécessaire. Et pour juger de la nécessité, moi ce que j'aimerais, c'est que si on pouvait avoir un plan sur la durée du mandat de ce qu'on imagine, à inflation nulle, parce que de toute façon on ne sait pas imaginer l'inflation et la croissance humaine. Donc, comme dans les entreprises, quand on fait un business plan, on le fait à inflation et croissance nulle. Flat. Ce qu'on imagine en termes de dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement nécessaires, et puis du coup, baisse des recettes attendues de l'État, la DGF, etc. On puisse imaginer de quel montant on doit chaque année augmenter ce taux. Alors, si c'est pour compenser un manque de recettes, ça va être difficile. J'ai dit ça dans le sens qu'il va falloir beaucoup augmenter. Si c'est pour augmenter nos recettes d'une façon linéaire, oui. Mais il ne faut pas mettre j'allais dire, en opposition ou sur le même plan. Nos baisses de recettes, on doit les compenser avec les taxes. Enfin, je ne pense pas. Il y a un calcul à faire, mais on ne peut pas. Sinon, la douloureuse, elle va être dans l'administration. Non, mais on a deux leviers, si j'ai bien compris. Enfin, on a deux leviers. L'augmentation de la taxe et la baisse de nos investissements. Ou la baisse de nos frais de fonctionnement. Aussi. La baisse des investissements, de toute façon, que tu augmentes ou pas les impôts, on y a droit. On y a droit, mais donc il faut bien qu'on puisse imaginer un taux progressif qui soit acceptable par nos administrés. Mais pour qu'on puisse l'accepter, il faut qu'on puisse aussi imaginer les renoncements qu'on va faire. Et ça, il faut qu'on puisse l'imaginer dès maintenant. Même si on se trompera, il y aura chaque année, on verra qu'on a des écarts. On analysera pourquoi on a des écarts et on corrigera en conséquence.
tout de suite, j'imagine pas les renoncements. Par contre, il est évident que, parce que pour annoncer, faut-il encore avoir le projet. J'ai envie de dire, peut-être à nous de mieux calibrer nos projets. Si on les calibre mieux dès le départ, on renonce moins. Donc ça fait moins mal. Ça fait moins mal. Ce que je voulais dire, il est vrai, si on devait choisir l'option d'une progression, j'allais dire, tous les ans, il va y avoir une communication à faire à ce niveau-là. Expliquer le pourquoi, etc. Marie-Ange. Oui, moi j'ai rien contre le fait d'augmenter un petit peu tous les ans, hein, pourquoi pas. Ceci dit, quand on augmentait une fois tous les 4 ans à peu près, c'était souvent ça, on augmentait très peu. Hein, même tous les 4 ans, on augmentait très peu. Alors bon, admettons qu'on augmente un petit peu. Moi je crois que ça nous apporte très peu d'argent. On voit que c'est une somme qui est quand même, hein, pour un point, c'est combien, 120 000 euros 60 000 euros, c'est ça? Non, 120 000 euros. 120 000 euros, bon, ça fait du bien de les avoir, mais par rapport à l'ensemble du budget, c'est pas énorme. Et d'autre part, par rapport à la taxe de péréquation, ça ne va rien changer non plus. Aujourd'hui. C'est ça qu'il faut entendre. Non, effectivement, en 2015-2016, c'est pareil, tu paieras toujours le FPIC. Mais c'est à un moment donné, c'est comment, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais comment rattraper cet écart pour que, quand il y aura les 10%, peut-être on est un peu moins. Pour rattraper l'écart, il faudrait augmenter sérieusement, et je pense que par rapport à la population, on ne peut pas le faire. Moi, c'est mon sentiment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'augmenter un petit peu tous les ans, hein, je ne suis pas contre. Hein. Mais il ne faut pas se faire d'illusions sur ce que ça nous apportera. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ou alors il faudrait vraiment augmenter de façon significative, et il n'en est pas question, enfin, à mon avis. Hein. Sans compter qu'après, ça peut être aussi un critère d'attractivité de la ville. Le taux bas Sauf, mais après, justement, dans le revenu, donc ça veut rien dire. Il y a le côté là aussi à prendre. Il ne faut pas se baser uniquement sur le taux. Hein. tu as un taux et tu as une base locative. Tu peux avoir une base locative élevée par rapport à l'endroit où tu habites, à ta maison, et donc avoir des impôts qui sont en fonction. Oui, mais de toute façon, si on n'a plus d'argent pour faire quoi que ce soit dans la ville ne deviendra absolument plus attractive. Je veux dire, si tu ne peux plus offrir de services à tes administrés, je ne vois pas où est l'intérêt d'habiter dans une ville où on ne paye pas d'impôts. Donc, c'est aussi un choix à faire. On a vu que dans le cadre de ce budget, on avait bien sûr des recettes à compenser. Donc, on pourrait faire un tour de table autour de la taxe. Mais est-ce qu'il n'y a pas, notamment du budget de fonctionnement, des économies à faire? Parce que finalement, on peut jouer aussi sur les deux tableaux pour essayer de compenser des recettes qu'on va retrouver dans l'investissement, puisque c'est la partie d'autofinancement qu'on va récupérer. Alors, je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des... Tous les ans, on grignote, on l'a vu tout à l'heure par rapport... j'ai pris l'exemple parce qu'il y a les frais donc, sur la mutualisation, notamment pour la maintenance informatique. Donc, il est vrai qu'il faut qu'on arrive à gagner sur tout ce qu'on peut gagner. J'ai une autre idée en tête. C'est vrai que, bon, Alain, il a le projet de faire de la signalétique, enfin du marquage sur le sol. Je trouve ça extrêmement cher. Même le moins cher, il est cher. Pourquoi pas mutualiser ça, pareil, sur plusieurs communes. C'est-à-dire, on a tous des besoins en marquage horizontal. À ce moment-là, on massifie et en espérant pouvoir faire des gains. Donc c'est ça qui pourrait nous permettre aussi de diminuer nos taux au niveau des coûts de fonctionnement. Ça, c'est une source effectivement d'économie, mais maintenant, à l'intérieur même du budget de fonctionnement, est-ce qu'il y a des postes, je ne sais pas. Ça en fait partie, ça. Oui, ça en fait partie, c'est un moyen. Enfin, oui, oui. On se donne un moyen, mais oui. Peut-être que dans certains postes, il y a... À chaque fois, on essaie de rationaliser, j'ai envie de dire. Par exemple, on a mis en place au niveau, c'est toujours l'informatique, mais sur le matériel, donc une politique d'achat qui n'est pas, j'allais dire, comment je vais expliquer ça, on n'attend pas que ça tombe en panne, parce que justement, là, ça pose problème. Et donc, il y a des contrats qui se font de cette forme-là, donc pour faire des gains. Sur la téléphonie, c'était fait, on a remis en cause, c'est quand, il y a 2-3 ans, peut-être plus, 3 ans, toute la téléphonie.
pour faire des gains. On a remis en concurrence. Les logiciels, les progiciels qui nous servent, on met en concurrence. On l'a évoqué pour le logiciel de gestion, des finances. Donc voilà, tout ce qu'on peut grignoter, on le grignote au niveau des finances. Fonctionnement pas non. Et d'un autre côté, on nous impose les rythmes scolaires. Donc tout ce qu'on a grignoté d'un côté, et ben vous l'investissez de l'autre. Enfin, vous Et, bon, alors, je suis d'accord, mais il ne faut pas forcément le mettre en opposition. Tout ce qu'on a pu gagner. Non, je ne mets pas en opposition. Tout ce qu'on a pu gagner, c'est toujours ça. Mais effectivement, on baisse et on nous en rajoute. Donc. Voilà. Est-ce que dans les contrats qui vont être renégociés, justement, est-ce que, je m'adresse à toi Philippe, est-ce qu'on ne pourrait pas voir au niveau du chauffage, je pense, des écoles et du centre de loisirs, où c'est surchauffé? C'est tellement surchauffé que vous venez le soir, les gamins ils sont en manches courtes et les fenêtres sont ouvertes. Donc là, je pense qu'il y a quand même un sacré bras de levier au niveau des économies. Alors je ne connais pas le contrat, je ne sais pas comment il est fait, s'ils nous donnent une température ou si on paye nous les consommables, je ne sais pas trop. Mais là, il y a peut-être un petit peu quelque chose à voir. Oui, on a un contrat effectivement avec un fournisseur dont on n'est pas très satisfait, donc on est en train d'écrire tout ce qui ne va pas pour dénoncer le marché, pour en changer, parce qu'il n'arrive pas bien à régler cette chaudière de centre de loisirs et d'école. Donc soit il fait très chaud dans le centre de loisirs et il fait froid là-haut, soit il fait très chaud si on veut qu'il y ait une température agréable là-haut, il fait très chaud au centre de loisirs. Si on baisse le centre de loisirs, et il y a un moyen de réglage, puisque ça a bien marché au début. Et voilà, donc on a des soucis avec ce prestataire-là, donc on va sûrement dénoncer le marché. C'est un contrat de comment, là, l'équipe P2, je suppose? J'ai cru comprendre que c'est un contrat de moyens. C'était juste un contrat où on n'avait pas la prestation de garantie totale des installations. C'est-à-dire qu'on fait juste de la maintenance et du dépannage, mais il n'y a pas de conduite, il n'y a pas de gros entretiens de renouvellement. C'est nous qui l'assurons, il n'y a pas de conduite. Alors, pour appartenir au CES, c'est un sujet que j'ai évoqué avec eux. Dans un contrat dans lequel il n'y a pas d'engagement de consommation, un professionnel quel qu'il soit, il va juste se contenter d'assurer le fait qu'il y ait que ça fonctionne. Et on ne peut rien lui reprocher puisqu'on ne lui a pas demandé dans le contrat. Si c'est lui qui doit fournir le gaz, il va bien la régler. Revoir le type de contrat. Voilà, donc ça veut dire que... Et puis si on veut faire... Alors, là, il se trouve qu'on ne pourra pas lui demander de fournir le gaz puisqu'on l'achète dans le cadre d'un contrat cadre. Voilà. Par contre, il y a tout de même des contrats avec des autorisations et des obligations de performance. Mais il faut un minimum de conduite et il faut un minimum de gros entretiens renouvellement parce que c'est parce qu'il va contrôler le matériel qu'il va pouvoir s'engager sur les consommations. Alors effectivement, vous avez raison, c'est un type de contrat qu'on pourra revoir. On a un spécialiste là, apparemment. Donc on pourra profiter justement de ces compétences. Jean-Louis, vous voulez dire? Oui, effectivement, tu as raison de dis-le. On a passé une convention avec le parc régional avec ça. On va passer. On va passer. Non, on va, c'est la communauté. On l'a abordé en conseil municipal, et avec le CEP qui doit nous permettre de faire un bilan de nos consommations énergétiques et de nous faire des apporter des pistes de solutions, notamment au niveau des contrats. Tout à fait. Donc, ça, c'est dans les tuyaux, c'est la deuxième. Est-ce qu'il y a d'autres... oui. Je voulais revenir au niveau de notre budget par commission. Tu disais tout à l'heure qu'on avait 2 millions en trop et qu'il allait falloir... en trop de budget. Enfin, on demandait dans nos commissions 2 millions en trop, donc il y allait avoir des coupes sombres, c'est évident. Mais quand on voit ce que chaque commission a demandé par rapport à il y a une dizaine d'années, puisque maintenant je suis une ancienne dans ce conseil, c'est vraiment que des choses nécessaires, vraiment nécessaires, demandées par la population.
je veux dire, quand on voit le parc informatique à l'école élémentaire, c'est vraiment du basique. Ils travaillent dessus, c'est complètement obsolète, etc. Quand on voit les travaux, quand on avait la liste de travaux il y a une dizaine d'années, et qu'on voit aujourd'hui la route de la Charte, c'est quand même pas quelque chose de luxueux. Hein, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est demandé par tous les riverains, etc. Donc on en est à faire des coups sombres dans le nécessaire vital, je dirais, de la commune. Voilà. Et ça, il faut quand même mettre le doigt dessus parce que ça nous est reproché tous les jours. Il est évident quand il faudra faire donc, des coupes sombres que je vous proposerai donc, dans un mois, en amont à la commission des finances, je sais que ça va faire mal. Ça va faire mal. Et, sauf si vous avez d'autres solutions à me proposer. Et c'est la raison pour laquelle moi j'aimerais revenir sur ce que disait Marie-Ange tout à l'heure en disant qu'un point sur les impôts, ça ne fait que 122 000 euros. 122 000 euros, c'est le budget de ma commission. Et ma commission, ce n'est que du fonctionnement et ce n'est que du service à la personne. Donc je trouve que 122 000 euros, un point, oui, non, mais c'était l'exemple donné. Un point, voilà, c'est l'équivalent du budget de ma commission. C'est la plus petite commission, hein, voilà, je dépense peu. non, voilà. Mais ce sont des choses malgré tout importantes. Oui, sauf que pour le porte-monnaie de tout un chacun, c'est 80 euros, c'est ça, Thierry? Non, pour lui. Non, pour lui. Enfin bon, voilà. Ça, c'est pour ça, c'est pour 0,5. Oui, ça c'est pour 0,5. 0,5. Pour un point, ça fait 100. Voilà. Donc, bon, bah... non, c'est quand même énorme. Bah oui, quand même énorme. Moi, je trouve que c'est trop. Mais on ne peut pas non plus dire que la recette... Ah bah ça, c'est clair. Oui, dans le budget, s'il vous plaît. Dans le budget de fonctionnement, ce qui coûte cher, ce sont en général des salaires. Est-ce que il y a des... Bon, je sais que c'est pas très populaire ce que je dis. Il faut le dire, il n'y a pas de sujet tabou. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas des coûts aussi à faire peut-être dans du personnel? On peut toujours. Non, mais c'est bien d'évoquer. Non, il faut l'évoquer. Il n'y a surtout pas de sujet tabou. On peut toujours diminuer les frais de personnel. Après, il faut savoir ce qu'on veut. On va l'évoquer tout à l'heure, puisque je vais vous proposer de faire un switch sur la création d'un poste au niveau de la communication. Il faut savoir ce qu'on veut. Je veux dire, soit on offre du service, soit on se dit non, je ne fais pas, mais il faut en prendre les conséquences. On a fait le choix, par exemple, au niveau des nappes, d'assurer des nappes de qualité. Donc ces nappes de qualité ont un coût. Effectivement, on aurait pu dire, on fait comme d'autres communes, on fait de la garderie. On fait de la garderie. Voilà. On n'a pas pris ça. On n'a pas fait ça. On n'a pas pris ce challenge. On a choisi la qualité. C'est un coût. On pourrait se dire, au restaurant scolaire, il y a trop de monde. Parce qu'il n'y a pas de réglementation qui fait qu'on doit avoir tant de personnes. On a estimé à un moment donné que pour les enfants, pour la restauration scolaire, notamment pour les maternelles, il y avait un minimum à avoir. Mais, voilà, on pourrait se dire, je continue l'exercice pour les ASEM. Les ASEM, il y a une ASEM par classe. Il y a des communes, c'est une demi-ASEM par classe. Enfin, une demi. C'est une ASEM pour deux classes. Une ASEM pour deux classes. Voilà. Et je peux continuer l'exercice. On pourrait dire, au niveau du service technique, on supprime du personnel. Et puis, on fait moins. Les travaux qu'on faisait, on ne les fait plus. Si on ne les fait plus en interne, qui va les faire? Je prends par exemple tout ce qui est espace vert. Je veux dire, pour tout l'espace vert, c'est pas forcément... Qui va tondre? Il va bien falloir à un moment donné tondre. Donc il va falloir sous-traiter. Qu'on sous-traite ou qu'on paye en direct, voilà, il y a une étude à faire. Donc voilà, je pourrais continuer. Oui, je suis d'accord avec toi sur le principe. Le problème, c'est que à l'impossible, nul n'est tenu. Oui. Et effectivement, tant qu'on a eu un budget suffisamment conséquent
pour faire tout ça, c'était parfait. Bon, il semble que maintenant, et surtout dans les années à venir, on n'aura plus ces moyens-là. Donc, d'où ma remarque tout à l'heure quand j'ai présenté le DOB, à un moment donné, il faudra s'interroger. Et là, alors je ne l'ai pas mis moi sur le côté baisse de personnel, etc. Je l'ai mis sur l'offre de services à la population. Oui. Ce qui est pareil. Même, hein. Ce qui est pareil. Voilà. Politiquement c'est autonome, hein, mais oui, tu l'as fait de manière. Je l'ai fait, voilà. Est-ce qu'on pourra toujours se permettre d'offrir à la population les services qu'on offre aujourd'hui? À un moment, il faut trouver. Il faudra qu'on en parle. Il faudra qu'on en parle. Oui. Je rebondis sur ce que vous dites. Du coup, je m'inquiète sur la grosse nouvelle interco et la crèche. Alors, oui, vous avez raison de vous en inquiéter. Parce que si les informations que j'ai sont bonnes et que j'ai bien compris, le budget a été voté, l'interco a une enveloppe d'1 million d'euros, l'architecte a été retenu. Oui. Il n'a pas d'ordre de service? Si, il a commencé. D'accord. Donc ça veut dire que ça va commencer. Il va y avoir 1 million d'euros de travaux pour la crèche. Oui, enfin, c'est estimé aujourd'hui. Mais voilà, oui. Donc, à la nouvelle interco au 1er janvier 2016, vraisemblablement, la petite enfance ne sera pas une compétence intercommunale. C'est ce qui se préfigure. Ça veut dire que Jusier va devoir racheter le bâtiment. 1 million d'euros, plus les frais de fonctionnement derrière. Ça ne va pas être tout à fait ça. On travaille dessus justement au niveau de la communauté d'agglo de Saint-Seine et avec les 5 autres EPCI, justement par rapport à toutes ces compétences qu'on appelle de proximité. Notamment, c'était le souhait de la communauté de communes de Saint-Seine d'offrir à notre population ce type de service, notamment sur la petite enfance et l'enfance. Il est bien évident que dans la réflexion qu'on mène aujourd'hui, on souhaite que ces services-là ne reviennent pas aux communes et de trouver un autre mode de fonctionnement. Ça, c'est clair. Un syndicat? Syndicat, ou voir, pourquoi pas, au biais de cette grande nébuleuse. Voilà, cette grande nébuleuse, un petit peu moins, parce qu'on sent bien comment elle va venir, mais ces 73 communes, voilà, je vais les appeler comme ça, trouver des solutions pour nous, cette compétence-là, mais pour d'autres PCI, pour d'autres compétences, parce que c'est pareil. Si je prends le PCI, donc, de l'autre côté de... alors, comment ça s'appelle, j'ai oublié, la CA2RS, qui a la voirie, en compétence. Et toute la voirie. Et toute la voirie. Pas les voiries d'intérêt communautaire, toutes les voiries. Imaginez si on met ça en compétence communautaire. Non, c'est pas possible. Donc vous voyez, et je pourrais parler d'une autre compétence de l'autre côté, on a tous des compétences qui ne pourront pas être transférées. Donc on est en train de travailler là-dessus. Concernant la crèche de Jusier, ce qui est prévu au niveau du fonctionnement, c'est un fonctionnement privé. Une gestion privée. Genre les petits chaperons rouges, quelque chose comme ça, donné à une association ou sous une format société, associatif ou autre, voilà. Donc, une bonne nouvelle. Pas une gestion communautaire, d'accord, parce que c'est un coût, on a fait une évaluation, mais une gestion privée. Donc l'investissement resterait communautaire, par contre la gestion serait privée. Donc ça peut être 1 million d'euros partagé avec, je veux dire une bêtise, Jusier, Melan ou Ainville, Gargenville par exemple. Ah non, ça resterait... donc, là, pour le coup, là, le projet il est entamé, donc il resterait communautaire. Donc il ne reviendrait pas au niveau de l'investissement à la commune. Oui, mais après il y a un problème de propriété, c'est-à-dire que si, parce que l'interco aujourd'hui va payer les 1 million d'euros puisque c'est budgétisé, la CASV va mourir, donc il va falloir rediviser le patrimoine. Et donc ce patrimoine sera sur notre terrain, donc il faudra bien on va pas le récupérer